Et bonsoir, bonsoir. Ah oui. Le frigo fait pas gaffe, hein, on en a commandé un chez Boulanger hier. Canap, lit double. Un lit double. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde nous entend? Parce que moi je suis un fantôme ce soir, hein. Voilà. Oui. Alors déjà, en tant que fantôme dans le cadre en bas à gauche, je voulais dire merci à tout le monde. Ambiance brumeuse, dis donc, oui absolument, et si brumeuse que je n'apparais pas sur la caméra parce que 5 minutes avant le début du live, ma caméra a lâché, laissant un superbe écran photo de, de là où j'étais. Donc je suis un fantôme ce soir. Voilà. Donc je ne pourrais pas traquer avec vous le jus de pomme, mais voilà, je suis très content de voir qu'il y a du monde et que c'est génial ce soir. Donc au moins il y aura Fenrisa juste au-dessus de moi pour vous faire des signes et vous montrer qu'il y a de la vie sur ce live. Voilà, voilà. Du coup, bonjour tout le monde. Bonjour Fenrisa. Coucou. J'espère que tout le monde va bien. On est parti donc ce soir pour un super live sur Halloween. Merci du coup à tous ceux qui ont lâché des follow là pendant le. C'est bizarre de pas se voir, de pas avoir de C'est retour. clair. Euh, Ouais, du coup d'avoir follow pendant l'intro et même en fait pendant les derniers jours qui ont précédé le live, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient follow, donc c'est vraiment sympa, merci beaucoup. Et du coup, bonsoir Darkos, bonsoir Blau, bonsoir Podagoda, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, le but de ce soir, c'est que Fedriza et moi, on a fait des recherches. On est allé vous chercher des histoires un peu flippantes, chacun de notre côté, pour vous raconter des trucs qui sont pas très connus. Et donc, on va vous les raconter un peu ce soir. Voilà. On va vous les Ouais, ce raconter. sera en mode, imaginez une petite cheminée, des chamallows entre potes, vous prenez vos petits cafés chocolat chaud, je sais pas, et puis on raconte une histoire un peu flippante. Voilà. Et puis voilà. Du coup, j'ai mis une petite musique là en fond. J'espère que vous l'entendez un petit peu, mais pas trop, que ça couvre pas nos voix. Et que du coup, on est parti. Ouais. Alors, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Bah, je me suis dit, ce serait sympa que toi tu commences pour faire un peu l'intro. Ok, ça marche. Je sais que toi, t'as beaucoup mieux préparé le live que moi, mais, Mais non, t'inquiète. Alors bon, du coup, mais d'abord, vous avez vu que la pomme ce soir est mangée. Mais la pomme est toujours là. Donc là, je vous encourage à faire comme moi, c'est-à-dire à vous verser un verre de jus de pomme. Vous pouvez pas le voir, mais je le fais. Voilà. Oh là là, Fenrisa là. Et oui, ça y est là. attendez, attendez. C'est pas sponsor, hein, mais voilà. Génial, génial, génial. Alors du coup ce soir on va pas parler des classiques justement, on va pas parler de la Dame Blanche, de Jack l'Éventreur, des bourreaux de Paris, de la Révolution, des trafiquants de cadavres pardon, pour les médecins de Londres, etc. On va pas parler non plus de Dracula, de Frankenstein ou du pont Saint-Esprit dans le Gard qui commence maintenant à être connu, hein, en 1951, la contamination à l'ergot de seigle qui avait fait plein d'hallucinations. On va pas parler de ça. On va parler de choses un peu plus méconnues, moi plutôt à travers l'histoire et Fenrisa un peu plus sur tout ce qui est du coup pays slave et Russie. Mm, Et donc je totalement. vous propose donc pour commencer, euh, trop facile le trafic des cadavres, bah ouais un peu trop facile quand même. Donc on va commencer par des histoires antiques, voilà, parce que je suis allé chercher des histoires un peu paranormales antiques, et donc dans les sources, je voulais vous lire la première version du fantôme avec des chaînes. C'est-à-dire que tout le monde connaît le cliché du fantôme avec des chaînes,
Et je voulais vous lire la première occurrence historique de ce type de fantôme qui nous vient de l'Antiquité. Euh, Et donc, c'est un récit qui nous est fait dans les lettres de Pline le Jeune. Euh, donc, c'est durant le Bas Empire. Et à propos d'un philosophe qui s'appelle Athénodore de Tarse. Donc, Athénodore de Tarse vécut au 1er siècle avant notre ère, donc c'est pas du tout bas empire, mais c'est pas grave. 1er siècle avant notre ère, il fut l'un des grands érudits de son temps, élève de Posidonios de Rhodes. Il se consacra notamment à l'étude de la philosophie, fréquenta les bibliothèques et les écoles les plus prestigieuses de l'époque, séjourna ainsi à Rome, Pergame, Athènes, etc. etc. Il a fait plein de trucs, quoi. C'est un type chouette. Et donc, voici ce que nous dit la lettre traduite de Pline le Jeune. Le philosophe Athénodore vient à Athènes. Attendez, non, il faut d'abord que je vous mette en situation. Voilà. Voilà, l'écrivain arrive à Athènes et on lui affirme qu'il y a une maison hantée. Et lui, il veut pas y croire, donc il décide de l'acheter quand même. Donc le philosophe Athénodore vient à Athènes, lit l'écriteau, demande le prix dont la modicité lui inspire des soupçons, et s'informe. On l'instruit de tout, et malgré ses renseignements, il s'empresse d'autant plus de louer la maison. Vers le soir, il se fait dresser un lit dans la salle d'entrée, demande ses tablettes, son poinçon, de la lumière. Donc pour écrire. Il renvoie ses gens dans l'intérieur de la maison, se met à écrire et applique au travail son esprit, ses yeux, sa main, de peur que son imagination oisive ne lui représente les spectres dont on lui a parlé, et ne lui crée de vaines terreurs. D'abord, un profond silence, le silence des nuits. Bientôt, un froissement de fer, un bruit de chaîne. Lui, sans lever les yeux, sans quitter ses tablettes, invoque son courage pour rassurer ses oreilles. Le fracas augmente, s'approche, se fait entendre près de la porte. Et enfin, dans la chambre même, le philosophe se retourne. Il voit, il reconnaît le fantôme tel qu'on l'a décrit. Le spectre était debout et semblait l'appeler du doigt. Athénodore lui fait signe d'attendre un instant et se remet à écrire. Mais le bruit des chaînes retentit de nouveau à ses oreilles. Il tourne encore une fois la tête et voit que le spectre continue à l'appeler du doigt. Alors, sans tarder, Athénodore se lève, prend la lumière et le suit. Le fantôme marchait d'un pas lent. Il semblait accablé sous le poids des chaînes. Arrivé dans la cour de la maison, il s'évanouit tout à coup aux yeux du philosophe. Celui-ci entasse des herbes et des feuilles pour reconnaître le lieu où il a disparu. Le lendemain, il va trouver les magistrats et leur conseille d'ordonner de fouiller en cet endroit. On y trouva des ossements enlacés dans des chaînes. Le corps, consumé par le temps et la terre, avait laissé au fer que ses restes nus et dépouillés. On les rassembla, on les ensevelit publiquement et, après ces derniers devoirs, la mort ne troubla plus de repos la maison. Et voilà. Eh ben, C'était la première histoire que je voulais vous lire ce soir. Voilà. eh Donc, ben. Et d'où est venue cette idée de chercher des histoires comme ça, de tout promis en fait en fait, salut Darkos, oh, merci pour l'utilisation de le chat. Ok, tout va bien. J'ai vu Pali, salut, arrive. Chouette, chouette, je vois des gens. La caméra morte, ouais, je suis un fantôme, super week-end, top. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai cherché des histoires et j'ai demandé à mes camarades s'ils voulaient bien me donner des histoires qui font un peu flipper, des histoires historiques. Et du coup, chez mes camarades grecs de reconstitution, on m'a conseillé cette histoire. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé et je me suis dit, waouh, ça c'est un truc qu'on peut raconter sur cette chaîne. Ouais, Voilà. carrément. Mais ouais, en vrai, elle est assez connue cette histoire.
du tout premier fantôme, on va dire. Ouais. Elle est super intéressante. Et puis, ouais, je sais pas, ça, en fait, on se rend compte que en fait, notre vision n'a toujours pas changé, hein, en fait, la façon de voir les choses. Et puis la façon comment comment dire, on les décrit aussi, quoi. C'est trop marrant. Ouais, clairement. Est-ce que tu veux en raconter une à ton tour? Oh, ouais, non, vas-y, Je continue. continue? Parce que je pense que le mieux, je sais pas combien toi t'en as préparé, Bah, j'en ai mais en un fait, certain nombre, oui. moi, mes histoires, vraiment, c'est pas du tout des contes et des légendes, c'est vraiment des histoires où c'est des faits divers, Ouais. en fait, c'est des anomalies. Et c'est surtout le mélange de où est on va dire, la limite du réel et de l'imagination. Ça, C'est, c'est très intéressant aussi. voilà, donc je me suis dit ça peut être sympa Ah parce bah que carrément. ouais, de part je voulais chercher tout ce qui est un peu les contes et tout et finalement je me suis dit bah déjà la dernière fois on a déjà pas mal parlé du mythe et tout, ça sert à rien qu'on reste sur le même thème et je me Ouais. suis dit ça serait marrant de montrer surtout à quel point en fait la vision en fait aujourd'hui en Russie elle n'a pas changé et à quel point on est très comment dire très croyant encore en Russie quoi. Donc voilà. Ok, Et bah j'ai continue. hâte de voir ça. Et bah alors si on continue, je vais donc passer sur un autre screen puisque vous allez voir, j'en ai préparé plein. Je vous propose de passer sur, je sais pas moi, celle-ci. Voilà. Elle est chouette celle-là en vrai. Voilà, on J'aime passera beaucoup. ici dans la lande. Alors si on passe dans la lande, j'ai un récit autour de la chasse sauvage à vous présenter. C'est un peu au pif, hein, parce que voilà, le RP fantôme avec la cam cassée, ça rajoute beaucoup à l'ambiance, mais c'est parfait. En fait, vous entendez quelqu'un et ce n'est pas moi. Voilà. En Alors, réalité, il est devenu esclave en fait et on fait croire qu'il attends, est là, il nous parle et tout. En putain, réalité, j'ai pas pas du de tout. chaîne On a autour de moi pour enregistré faire du avant. bruit. J'ai pas de chaîne là, mince. Alors, je vais vous lire une histoire et puis après, je vous raconterai. Bon, elle est un peu longue, donc préparez-vous. Préparez-vous. Donc, c'est une histoire qui date du milieu du XVIe siècle. Voici comment notre thème se combine à d'autres pour produire une légende sage. On n'échappe pas à son destin. De telles rencontres de l'armée furieuse se sont souvent produites autrefois dans le monde chrétien. Il y a bien des années, elles eurent lieu plusieurs fois à Meskirch. Mais à cause du temps qui passe et de la négligence de nos ancêtres, tout cela est tombé dans l'oubli. Une semblable armée furieuse ne s'est pas seulement montrée et fait voir la nuit, mais aussi plus d'une fois le matin, le soir et au crépuscule. Nous avons la relation digne de foi de l'une d'elles, qui, de bonne mémoire d'homme, eut lieu en Franconie, puis au cloître de Maulbourn. Deux nobles habitaient en Franconie. L'un était le sire Seckendorf, l'autre celui de Herlicum. Ils se haïssaient et se faisaient tout le mal possible, si bien que chacun voulait la mort de l'autre. Il arriva même que l'un, dit-on, ait joui en secret de l'amitié de l'épouse de l'autre. Mais une fois, alors que chacun se mettait en route pour se tendre une embuscade à l'autre, Seckendorf et son écuyer traversèrent à cheval une forêt, un soir entre chien et loup, entre armes et l'arc prêt. Après avoir suivi le chemin dans le bois, ils parvinrent à une chapelle en bordure de celui-ci et y passèrent la nuit. Le jour venu, ils se levèrent de bonne heure et continuèrent leur route en direction de l'endroit de leur embuscade. Mais, dans sa hâte, le hobereau oublia ses gants qu'il laissa sur un bayard dans la chapelle. Une fois en place, il constata son oubli et envoya son écuyer les chercher. Quand ce dernier arriva à la chapelle, il faisait déjà sombre, plus vraiment jour, et il trouva un fantôme de feu
assis sur le bâillard. Il avait enfilé les gants et battait des mains. L'écuyer eut froid dans le dos, ne voulut pas demeurer plus longtemps, fit demi-tour et rapporta cela à son maître qui en fut bien contrarié, le blâma pour sa pusillanimité et retourna lui-même chercher ses gants. Entre-temps, le jour commençait à poindre. À cet instant, alors qu'il suivait un chemin forestier, il entendit une chose étrange. Des cris, du vacarme, des sonnailles et des gémissements accompagnés d'un grand fracas, comme si tous les arbres de la forêt se fendaient et s'abattaient. Ne pouvant savoir ce dont il s'agissait, Seckendorf fut pris d'une vive inquiétude, quitta le chemin et se dissimula parmi les arbres. Il aperçut alors une étrange chevauchée qui défila devant lui. Il y avait des cavaliers sans tête, d'autres avec un seul bras. Les chevaux ne possédaient que 2 pattes, et d'autres étaient privés de tête. Une nombreuse piétaille les accompagnait. Certains piétons n'avaient qu'une jambe ou qu'une main. Certains portaient une épée nue, fichée dans leur corps. Bref, c'était un étrange et fantastique ramassis de gens, et Seckendorf n'en avait jamais vu de semblable de toute son existence, sans parler du vacarme et du fracas qui accompagnaient le passage de la troupe et remplissaient l'air. Parmi cette troupe, rien ne l'étonna plus qu'un homme gigantesque qui menait un cheval blanc, décharné et boiteux. Il portait de mauvais habits et était si grièvement blessé que ses entrailles sortaient de son corps, débordaient de ses vêtements et pendaient presque jusqu'au sol le long de sa monture. Quand le défilé eut cessé sans dommage pour lui, on prétend en effet que l'armée furieuse ne cause aucun tort à celui qui s'écarte de sa route, il regagna le chemin et rencontra un nouveau cavalier qui appartenait à cette compagnie et qui montait un cheval gigantesque. Comme il était seul, Seckendorf s'enhardit et l'interrogea pour savoir ce que c'était que cette troupe qui venait de passer il y a un instant. L'autre lui répondit que c'était l'armée furieuse. Il lui a encore demandé qui était cet homme qui menait le cheval décharné et dont les entrailles pendaient le long de sa monture. « C'est Seckendorf, répondit-il, et il le nomma, lui, par son nom de baptême. Dans un an, jour pour jour, il sera tué par son ennemi, le sire Erlicom, alors qu'il sera sur une telle rosse blanche, et ses entrailles sortiront de son corps et de ses habits pour pendre sur son cheval. » Quand le sire de Seckendorf s'entendit nommer et apprit ainsi qu'il serait pitoyablement abattu par son ennemi mortel, sa peur ne fut pas mince, et, quoiqu'il eût volontiers posé d'autres questions, l'autre ne voulut pas demeurer plus longtemps et suivit la troupe. L'angoisse au ventre, Seckendorf rentra chez lui, et réfléchit, et prit cette aventure tant à cœur qu'il se mit à songer aux moyens lui permettant d'échapper à une telle mort misérable, et, surtout, à son ennemi mortel. Il remit ses biens à ses amis les plus proches, prit un peu d'argent et entra au cloître de Maulbronn comme convers ou novice, comme on les appelle, et ne se fit plus reconnaître et nul ne sut plus qui il était. Il resta longtemps au cloître et ne se montrait jamais quand il y avait des étrangers en visite. Un an plus tard, le sire de Erlicom rencontre Seckendorf hors du cloître. Seckendorf prit la fuite en direction du cloître. En chemin, il s'empara du cheval d'un paysan, blanc et très maigre, sauta sur son dos prestement et tenta de s'échapper. Voyant qu'il n'y parvenait pas, il fait volte-face et saisit un bâton, pensant pouvoir résister de son mieux à Erlicom et sauver sa vie. Mais entre-temps, Erlicom avait bandé son arc et lui décochait une flèche qui le frappa au ventre, si bien que ses entrailles pendirent sur son froc et sur le dos de son cheval, exactement comme il lui avait été prédit. Seckendorf resta sans force, tomba de son cheval et mourut. Il est enterré à Maulbronn. Le sire de Erlicom s'est échappé. Nul ne sait où il est passé et ce qu'il arriva par la suite. Mais on peut le deviner. Il n'a plus eu beaucoup de chance et n'a pas eu une fin honnête. Fini. Eh ben, quelle histoire tragique. Eh oui,
Donc ça, c'est un extrait de la chronique de Zimmern. Zimmern, attendez, je vais vous l'écrire dans le chat. Et c'est milieu du XVIe siècle. Ok. Voilà. Eh ben. Ah. Et du coup, quand t'as d'autres histoires comme ça sur la chasse? Ah oui, absolument. Ouais. J'ai plein d'histoires. Non, j'en ai une autre grande parce que il y a énormément d'histoires sur la chasse sauvage et moi j'adore le sujet. Et Ouais. du coup j'en ai une autre. Voilà. Et c'est en fait sur la Mesnie et Lequin Ok. qui a donné Arlequin en fait par la suite. Bah ouais. Trop intéressant. Voilà. Du coup, je sais pas si tu veux que je continue ou si tu veux en faire une petite à toi. Oh, vas-y, je vais faire une toute petite. Hein, Allez, vraiment, qu'est-ce que tu veux comme ambiance? Attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai préparé. Ça coupe l'envie d'écrire des bêtises, l'ambiance est folle, bah tant mieux. C'est sympa, merci les Wassitol. Les Wissatol, pardon. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tac, tac, tac. Ouais, t'avais pas une petite image avec les plaines ou un truc comme ça? Que celle-là, non? Ouais, j'avais que celle-là, sinon j'ai beaucoup de forêts. Hmm. On peut rester sur Ouais, celle-là, hein. non, on va changer. Vas-y, mets une des forêts. Tiens, Alors, entre nous, qu'est-ce que t'as? celle-ci? Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Vas-y, on va faire ça. J'avoue, je suis Hop. juste focus sur l'histoire aussi. Et en plus, la musique, mais pas bien, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Moi, j'ai pas la musique parce que moi, j'essaie de pas trop faire le truc. Et oui, oui, parce que c'est connexion Discord et tout, mais t'as pas la musique, mais tu verras au pire en rediff. Ouais, ouais, je vais voir. Bon, du coup, bah, ils sont beaucoup plus petites, je pense, mes histoires, mais c'est surtout des histoires où, bon, il y en a une, j'ai pas vraiment développée, parce que je me suis dit, ça sera peut-être une histoire à raconter en une soirée, Uhum. parce que, en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, en faisant mes recherches, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires en Russie. On sait toujours pas, en fait, les fins. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions, mais il n'y a pas de réponse. Donc, que ça soit les réponses sur, on va dire, c'est beaucoup de réponses plutôt mythiques, on va dire, ou des croyances, mais il n'y a pas de réponse scientifique Mhm. à certains trucs. Et donc, moi, je vais commencer par une petite histoire qui se passe du coup, qui se passe pas loin de Moscou, dans une région qui s'appelle Chouchmor. Et en fait, cette histoire, en fait, l'endroit qu'on appelle, bien cette légende, en fait, ça s'appelle Urotchiche Chouchmar. Et en fait, qui veut dire aussi, et on appelle ça en Russie, les triangles des Bermudes de Méchère. Donc, c'est-à-dire que c'est un endroit, je pense que tout le monde connaît le triangle des Bermudes. Ouais. Donc, il voit un petit peu ce que c'est, un peu l'histoire, quoi, je sais pas. Donc en fait, donc voilà, donc ça se passe dans la région de Chouchmor qui est pas très loin de Moscou. Et en fait, de base, il y a une légende qui raconte qu'il y a une sphère de pierre d'un diamètre de 6 mètres qui est entourée de piliers de pierre avec des signes imprimés dessus. Mais bon, on s'est dit d'accord, qu'est-ce que c'est? Et les gens se posent la question, ils disent peut-être que c'est un ancien temple des païens. Mais donc du coup, il y a eu plusieurs expéditions envoyées là-bas et malheureusement, il n'y a rien qui a prouvé en fait il y avait un temple païen ou autre. Mais selon l'historien local Viktor Kozakov, le district de Chmochmor, ouais, c'est plus un district qu'une région. Le nom le plus correct est Chmochmor. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le dit, mais bon, maintenant, avec l'époque, ça s'est évolué et maintenant, on l'appelle Chouchmor. A été construit
10 000 ans avant le Jésus-Christ Oups. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Oh. Attends, time out. Oh le con, putain. Je voulais couper les notifs du Discord, et du coup, je sais pas pensé, j'ai fermé le Discord comme un con. Oh non! C'est Oh bon? non! Attends, c'est bon, c'est revenu. Ah là là, ça commence bien. Il y a rien qui va. C'est impressionnant. Hop, et normalement, ça devrait être revenu. Attends, je vérifie. Bingo, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah non, c'est pas suicieux, dis donc, ce soir. Déjà, on a un fantôme qui parle. En plus, il y a des petits problèmes Ah, de live. ça, en fait, c'était pour ajouter du suspense. Regarde, dans le chat, ils sont tous en mode. Et Gilon a transformé Fenrisa en fantôme, la malédiction de l'appel Discord. Construit par qui? On veut savoir, tant de suspense. Du coup, oui, j'étais ouf. Ok. Donc oui, selon l'historien local Victor j'ai du mal à le dire quand c'est en français, Kazakov, le district de Chouchmor, le nom le plus correct est Ouchmar, a été construit vers 2000 ans avant Jésus-Christ par une tribu des gens du lac qui pratiquaient la magie et savaient comment contrôler les forces naturelles. Bon, c'est selon l'historien local. Les habitants des lacs adoraient le dieu serpent Our. Ce culte a été attesté par des objets trouvés lors des fouilles archéologiques dans la région, par exemple des éclats de poterie avec des ornements de serpents. Donc le dieu Ur, donc le fameux dieu que les gens adoraient, donc le dieu de serpent, apparemment désignait également un temple. Et apparemment il était situé sur le site de l'actuel village de Chatour, qui existe toujours, hein, et qui est très marrant parce que, on va dire, si on divise le mot chatour, le chat, en fait, ça veut dire petite colline, et c'est le dieu devant lequel se trouve encore une pierre rituelle. Donc le pierre pour du coup parler, essayer de se connecter au dieu de Our. Et Kazakov prétend qu'il y a des rochers souterrains, donc sous cette ville, voilà, qui sont parfois poussés à la surface par une force inconnue. Voilà la petite légende on va dire, de cet endroit, de cette région, qui est un peu, on va dire, ça c'est plutôt des croyances mythologiques. Et on va dire qu'on constate quand même plutôt des endroits, pas des endroits, mais plutôt des anomalies qui sont inexpliquées. Par exemple, oui, les géophysiciens ont identifié ici une anomalie associée aux fluctuations du champ magnétique terrestre. C'est peut-être la raison des événements étranges qu'on peut retrouver dans cette région. La première preuve d'une anomalie est associée à la disparition des personnes qui n'ont jamais été retrouvées. Et ce cas de personnes non jamais retrouvées est immense. C'est-à-dire, dans cet endroit-là, en fait, il y a trop de gens qui meurent, qui disparaissent. Et donc, en fait, des incidents similaires se sont poursuivis jusqu'à dans les années 1920. Par conséquent, les habitants ont appelé le temple triangle des Bermudes de Meschera. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce que il y a des gens qui rentrent dans cet endroit et en fait, comme un espace-temps ou quelque chose, et ils disparaissent. Bon, il faut imaginer aussi cet endroit, c'est plutôt un endroit qui est très... Il y a beaucoup de... Comment on peut dire ça? Il y a beaucoup de lacs, beaucoup d'espaces d'eau, beaucoup d'endroits où en fait Comment on appelle ça? Les lacs où en fait c'est de l'herbe et en réalité c'est pas de l'herbe, en fait c'est de l'eau. Parce qu'en fait il y a des herbes qui poussent, mais c'est des herbes qui sont, comment dire, aquatiques. Et en fait, les gens, ils se font tromper et ils tombent dedans. Et beaucoup de gens pensent que c'est plutôt ça. En fait, malheureusement, la nature, elle fait que la nature est sauvage. Et les humains, des fois, ne survivent pas dans un endroit.
Mais il y a quand même un truc qui est constaté dans cette région. Donc la région de Chouchemort, il existe des zones forestières avec des plantes éthiquement hautes. Donc c'est-à-dire, par exemple, il y a des fougères plus hautes que la taille humaine, des troncs d'arbres bizarrement courbés, des pins trop poids plus épais que la normale, des bouleaux qui ont des troncs carrés. Et bien sûr, tout cela attire ici de nombreuses expéditions. Peut-être qu'un jour, les scientifiques pourront en savoir plus sur cet endroit. Waouh. Voilà. Alors attends, Et donc voilà. bon, on va pas passer les vacances là-bas si on veut revenir, quoi. Après, il y avait si c'était des marais, les Visatol. Oui, voilà, c'est plus des marais, mais c'est pas vraiment. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment des marais, mais après, bon, je trouve que les paysages en Russie sont très différents par rapport à la France. Euh, je sais pas comment l'expliquer. En fait, moi, j'ai déjà vu ça et c'est impressionnant à voir. C'est en fait, si, des fois, quand on se fait inonder en France, en fait, avant, il y avait des champs, tu vois, tu as des champs. Et des fois, l'eau, en fait, elle va inonder tout le champ et tu as l'impression qu'en fait, tu vois qu'il y a encore des herbes, de l'arbre et tout. Et tu as en fait un trompe-l'œil, en fait, tu vois pas l'eau. Et en fait, tu peux tomber dedans et tu peux te noyer. Génial. Et ouais. Et sinon, il y avait Et, Anishka qui demandait où c'était parce qu'elle a raté le début. pas de souci, du coup ça se passe en Russie déjà et la région c'est la région de Chouchmor. C'est à côté de Moscou et ça, on va dire on appelle ça la banlieue de Moscou. Et à côté de la région Vladimir. Voilà. Voilà. Ouais, mais ouais, c'est un ancien prénom aussi, il faut le dire, mais, Bon, voilà quoi. mais voilà. Du coup, mais franchement, en réalité, il y a plein d'endroits comme ça en Russie, hein, on se rend pas compte. Mais après, il faut s'imaginer aussi que le pays, il est si immense et si, en fait, on peut pas tout explorer. C'est trop Ouais. grand. Ouais. Et puis le fait que les Russes sont toujours extrêmement croyants et ils adorent les légendes, ils croient à des choses non scientifiques. Du coup, il y a toujours plein de légendes qui sortent, quoi. Et il y a les Wisatol qui demandent si le dieu serpent vient de. Enfin, de quelle mythologie vient le dieu serpent, en l'occurrence. C'est la mythologie slave, en fait. D'accord. Et c'est très intéressant parce que je n'ai pas trouvé grand-chose, en fait. En français, on ne trouvera rien du tout. Hein. Ça, c'est déjà, de toute façon, la mythologie slave, si tu as envie de vraiment savoir des choses et tout, il faut tout traduire de russe. Vraiment. Ou des langues slaves. Mais ouais, le dieu Our, j'ai pas trouvé grand-chose. Il faudrait peut-être trouver des livres sur lui ou autre, parce que vraiment, je me suis dit trop intéressant, parce que d'où Ah ça ouais. vient, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais tu peux me dire comment ça s'écrit? Et d'abord, il y a aussi Blau Mercat enfin Blau qui nous a donné à boire, voilà, qui nous a dit buvez. Donc Ah, si tu veux prendre un schluck. Et du coup, comment ça s'écrit Our? UR. UR, d'accord, tout simplement. Mm. Et Chouchemort, c'est la région, c'est SHU. HUMR. Voilà, c'est ça. Donc je répète, SHUHUMR. MOR, plutôt, ouais. D'accord, ok, c'est bon, j'ai. Voilà. Our, c'est aussi Oui, le tout à nom fait. d'une cité en Mésopotamie. Oui, c'est ça, hein? C'est Ouais. ça, exactement. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. C'est pour ça, en fait, quand j'ai vu l'histoire de la légende, je me suis dit, mais trop bizarre, en fait. Il y a trop de liens. Mais il y a plein d'histoires comme ça. Il y en aurait une autre, mais là, je vais pas beaucoup la développer et elle ne fait pas partie des histoires pour ce soir. Mais j'aimerais bien quand même juste faire une petite, comment dire, une petite aparté sur ça et Ouais. c'est super intéressant. Bon, alors du coup, dis-nous, parce qu'il y a eu une question avant qu'on passe à la prochaine histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? C'est du jus de pomme ou c'est de l'hypocrase? Non, 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 c'est du cidre doux. C'est du cidre doux, voilà. Non mais parce que, en fait,
Il faut que tu saches, Darkos, que sur la chaîne, on a un délire avec les pommes. Et donc, en fait, tout le monde boit du jus de pomme ou quelque chose de style, voilà, cidre. Voilà. Et du coup, voilà, je suis avec mon jus de pomme qu'on ne peut pas voir dans une magnifique tasse bleue de marché de Noël allemand. Et voilà, tu pourras la voir peut-être la prochaine fois, au prochain live. Bah, j'ai magnifique. Oh merde, attends. Ouais, Comme ça. c'est par là, ouais. Ah oui, elle est jolie. J'avais pas l'or, bah ouais. Attends, ouais, jusqu'au bout quand même. Quand Jusqu'au même. bout, hein. Bon alors, moi j'ai une histoire. Je prends le relais. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que vous voulez est-ce que à ton avis je continue avec la chasse sauvage ou on y revient plus tard parce que j'ai d'autres trucs aussi, j'ai des petits animaux ou j'ai des petits animaux, des trucs sur les animaux où j'ai le conte de 1516 là, enfin le conte des frères Grimm de 1516. Ah, le conte, j'aimerais bien le. Ouais, il est D'entendre? chouette celui-ci. Ok. Ouais. Alors on va changer d'ambiance. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Tiens, qu'est-ce que c'est que ceci? Non, ça c'est chill ça. Ça c'est chill, c'est pas ici Ouais, qu'on c'est va. chill Ça ça. c'est trop chill pour. Ça c'est pour plus tard. Celle-là, elle est chouette. Celle-là elle est chouette, hein. Hmm. Allez, on va prendre celle-là. Heureusement qu'on n'a pas de visuel sur Régiland alors, il ose utiliser des trucs de Noël le soir d'Halloween. C'est vrai. Je ne dirai rien. Chut, d'abord, en fait. Non mais. Alors, très bien. Allons-y. Donc, vers l'an 1516, il s'est passé une histoire merveilleuse mais véridique dans l'église Saint-Laurent et dans son cimetière. Une vieille femme pieuse et dévote, voulant, selon son habitude, se rendre une fois de bon matin à la messe des anges à Saint-Laurent, pensant que c'était l'heure, arrive à minuit devant la porte supérieure, la trouve ouverte et entre dans l'église, où elle voit un vieux prêtre inconnu dire la messe devant l'autel. De nombreuses personnes, pour la plupart inconnues, sont assises sur les chaises de chaque côté, certaines sans tête, et parmi elles, quelques-unes qui sont mortes récemment et qu'elle a bien connues dans sa vie. La femme s'assied avec beaucoup de crainte et d'effroi sur une des chaises et, ne voyant que des personnes décédées, connues ou inconnues, elle croit que ce sont les âmes des défunts. Elle ne sait pas non plus si elle doit sortir de l'église ou rester à l'intérieur, comprenant qu'elle est arrivée beaucoup trop tôt. Sa peau et ses cheveux se dressent sur sa tête, alors qu'une personne du groupe, dont elle avait été sa marraine de son vivant et qui était morte il y a 3 semaines, s'approche d'elle, la prend par le manteau, lui souhaite le bonjour et lui dit « Eh bien, chère marraine, que le Dieu Tout-Puissant nous protège, que faites-vous là ? Je vous en prie, pour l'amour de Dieu et de sa chère mère, faites attention quand le prêtre marchera et bénira. Courez comme vous pouvez et ne vous retournez pas, sinon il vous en coûtera la vie. » Sur ce, au moment où le prêtre allait marcher, elle sort de l'église en courant autant qu'elle le peut et entend alors derrière elle un immense fracas, comme si toute l'église était en train de s'écrouler. Tous les fantômes la poursuivent hors de l'église et l'attrapent encore sur le parvis, lui arrachent aussi son manteau qu'elle laisse derrière elle. Elle s'en tire ainsi sans encombre et s'échappe. Elle s'enfuit jusqu'à la porte de la ville, mais comme il est plus que minuit, elle est fermée. Elle doit donc attendre 3 heures dans une maison avant que les portes ne rouvrent. Bien qu'elle ait dû rester au lit 2 jours à cause de la peur qu'elle avait eue, comme c'est une femme courageuse qu'elle a échappé au malheur, qu'elle est rentrée chez elle en vie, elle ne s'en préoccupe plus guère. Le matin, où elle sort enfin de son alitement, assaillie de doute, elle se rend au cimetière dès qu'il fait jour, voir si son manteau est toujours sur le parvis, croyant que c'était le diable qui lui avait simplement fait halluciner. Pourtant, une fois sur place, nulle trace du manteau. Elle cherche et, ne trouvant rien, reporte son regard sur le cimetière. Une chose attire son attention.
Sur chaque tombe s'étire une petite tache sombre. S'approchant, elle découvre terrifiée qu'il s'agit des restes morcelés de son manteau. Fin. Eh bah. Bon, on va dire que le but de l'histoire, c'est que ne sortez pas après minuit. Et voilà, c'est ça. Donc ouais, Donc, c'était... quand vous allez au bar et tout, vous rentrez avant minuit, là, les cocos. Exactement. Exactement, le couvre-feu, il est pas là pour rien. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, je sais pas, en fait, dans cette histoire, si la marraine qui est venue là... Enfin, non, du coup, sa filleule qui est venue la voir, du coup, si Ouais. elle vient la voir et si elle est bonne ou mauvaise finalement, parce que est-ce qu'elle la prévient en lui disant si tu restes tu vas mourir donc casse-toi, ou si au contraire c'est justement le fait qu'elle quitte la messe qui fait que les fantômes l'attaquent. Moi, je dirais plutôt la deuxième version, ouais. Mm. Je sais pas. Je trouve que, je sais pas. Alors du coup Blau qui demande au pressant, parfait, quelle date cette histoire? C'est 1516. Voilà. Et c'est un récit qu'on trouve par ailleurs également chez les frères Grimm. Voilà. Alors, Donc, toi, du coup, t'avais pas retrouvé en français, non? Tu l'as ouais. traduit. En fait, j'ai trouvé la mention dans le livre sur lequel j'ai travaillé sur la chasse sauvage. Et donc après, je suis allé chercher, en fait, c'était dans Deutsche Sagen, qui est donc la version, enfin, une des œuvres des frères Grimm. Mm. Et comme j'ai la version complète des contes des frères Grimm, je suis allé voir. Donc, je suis allé voir, sauf que c'était pas dedans. Donc ça m'a énervé. Ah bah Donc je suis allé attends, sur je vais regarder. internet. Je Ouais. continue, je suis allé sur internet et j'ai découvert, enfin du coup j'ai découvert la version allemande et donc je l'ai traduite pour vous. Là, c'était une traduction. Le coup du manteau dans le cimetière, tu te rends compte que les autostoppeurs fantômes n'ont rien inventé, c'est ça. J'ai découvert un truc sympa ce week-end, les sifflets de la mort aztèque. Ok, raconte. Fait que ce soit Filleul qui lui parle, je dirais la première. Uhum. Alors c'est quoi la chasse sauvage? J'ai mis ta question à la fin, du coup, Lewis Atoll, puisque y a la question. En attendant que Fenrizat, tu trouves ce que tu cherches, je te propose justement de parler de ça un peu, puisque c'est un truc que j'adore. Alors la chasse sauvage, c'est un thème, un thème très ancien qu'on retrouve dans la mythologie germanique très tôt dès l'Antiquité. Et qui évolue au fur et à mesure du temps jusqu'au 17e, 18e siècle, où on a tendance un peu à se lasser de cette histoire. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve notamment par exemple dans The Witcher, puisqu'on a la chasse sauvage dans The Witcher. Mm. Ouais. Du coup, la chasse sauvage, en fait, il y a énormément d'origines, énormément de trucs à dire. Les origines, donc selon l'historien Claude Lecouteux, euh, c'est très stylé dans The Witcher. Ah oui, absolument, je plus sois. C'est d'abord une chasse féminine en fait. À l'origine, la chasse sauvage, je savais pas que ça venait d'ailleurs. Si, c'est un thème absolument fascinant. En fait, c'est à l'origine déjà, c'est une chasse féminine, d'où viendrait d'ailleurs peut-être la chasse des Valkyries, qui aurait un lien avec la chasse des Valkyries. Et qui est donc guidée par des femmes, et à l'origine c'est quelque chose de positif. La chasse sauvage, en fait c'est une troupe de cavalières féminines qui est guidée par une déesse, la déesse des enfers dans la mythologie germanique qui s'appelle Hel, Helle qui donnera Hölle, qui veut dire du coup l'enfer en allemand. Euh, et donc c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire que en hiver, on laisse à manger sur la table la nuit pour cette chasse qui vient et qui ouvre les portes, qui rentre et se repaît des repas qu'on laisse sur les tables. Et en fait, une fois que la chasse est partie, en fait, tout redevient comme avant. Et donc en fait, c'est comme s'ils n'avaient rien consommé. Simplement, elle est passée.
et c'est pour comment dire, garantir de bonnes récoltes. Ça, c'est les premières versions, mais ensuite on passe très vite à des versions un peu plus cauchemardesques, comme celle dans la première histoire que j'ai lue, où c'est plein de synonymes justement de la chasse sauvage, c'est aussi la chasse fantôme, c'est aussi l'armée furieuse, justement, celle dont on parlait. Euh, et donc il y a énormément de versions de la chasse sauvage, j'en avais parlé sur mon compte Instagram, j'avais fait une version très locale dans là où vient ma famille en Allemagne, l'Erzgebirge, ils ont même eux-mêmes leur propre version de la chasse sauvage, c'est-à-dire qu'il y a énormément de motifs. Mais dans le bouquin du coup, que je te conseille, qui s'appelle Chasses infernales et cohortes de la nuit au Moyen-Âge, par Claude Lecouteux, publié en 2013 aux éditions Imago, mais de toute façon, je mettrai tout ça dans la rediff sur YouTube. Il y aura une bibliographie avec tout, où est-ce qu'on a tout trouvé. Et donc, dans cet ouvrage, j'ai sorti quelques éléments pour pour réussir à définir un peu le truc. Donc, la chasse survient toujours à des périodes de passage, de changement durant les années, les solstices, les équinoxes, les fêtes lunaires, les changements de saison et les dates clés du calendrier. Elle a une fréquence, disons, un peu plus présente, notamment au passage du Nouvel An. En fait, il y a 2 moments où elle est très présente, c'est entre Noël et le 6 janvier. En fait, c'est des dates tout à fait du coup marquées par la chrétienté, mais qui avant l'étaient pas. Et vous savez que la chrétienté a posé ces dates, etc., sur des événements païens, etc. Et la deuxième partie, c'est en février, quand il fait très froid et très noir. C'est là où elle apparaît plus régulièrement. La spécificité donc de la chasse sauvage par rapport aux armées de mort ou d'esprit, c'est que ils ont l'aspect qui fut celui de leur dernière heure. Ensuite, la chasse sauvage a toujours un meneur, et quand on interroge la chasse sauvage, il y a toujours une seule personne qui répond. Et la chasse sauvage, en fait, il y a différents motifs, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des cavaliers, puisque c'est une chasse, et à l'origine, en fait, c'est un chasseur qui a été maudit à chasser pour l'éternité. Et donc il y a les chevaux qui sont très présents et qui jouent le rôle, alors c'est un rôle, un mot savant, de psychopompe. En fait, psychopompe, ça veut simplement dire qui le guide vers la mort, vers l'au-delà, en fait. Et en fait, c'est le cheval qui va guider dans énormément de thèmes, donc notamment c'est la chasse sauvage, mais dans énormément d'autres thèmes, comme par exemple le dit des 3 morts et des 3 vifs à l'époque médiévale, qui est un thème qui précède celui de la danse macabre, où il y a encore des cavaliers, etc. Et donc en fait qui joue le rôle d'intermédiaire entre finalement le sol et le cavalier. Enfin, bref, il y a toute une analyse extrêmement intéressante là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors oui, ça c'est rigolo, c'est-à-dire que la chasse sauvage, soit elle fait énormément de bruit, donc tout un tintamarre fantasmagorique pas possible, ou alors c'est le silence total, elle flotte dans la brume et elle avance silencieusement. Il y a les 2 versions. Et ensuite, ouais, donc par exemple là j'ai extrait dans les collections chronico-historiques de Renvart Sizat de 1545-1614. Il donne tout un ensemble d'instruments que joue la chasse, donc tambour, fifre, clochette, violon, cacophonie, etc. Et puis ouais, justement dans la Mesnie et le Quin, décrite par Jacquemart Gillet en 1289 dans Renard le Novel, on dit à sa selle et à ses sangles, il y avait au moins 500 clochettes qui faisaient un tintamarre ressemblant à celui de la Mesnie et le Quin. Voilà, donc pour vous dire un peu le bazar que ça devait être, il y avait un cheval qui était déjà comme ça. Voilà, donc c'est un thème assez fascinant. Là j'ai juste donné les grandes lignes, mais en fait ça voilà, c'est les lignes directrices, et ensuite il y a des tonnes d'histoires qui sont racontées. Franchement je vous encourage à lire ce bouquin, à vous le procurer, il y a 10 000 histoires, c'est fascinant. Donc j'en raconterai une autre après, qui est un peu plus longue, et on verra tout ça, enfin si jamais il y a le temps. Voilà, je te laisse Carrément, hein. voilà, Fenrisa si tu veux. Ouais, non, en fait, j'ai un compte de Grimm aussi. Et je Ah, cherchais en fait l'histoire. Et c'est celui de 95. d'accord. Donc voilà. Et du coup tu veux la lire?
Non, non, en fait, je cherchais l'histoire que si elle est dedans, Ah, ton histoire là, que tu avais racontée. alors moi j'ai le nom en allemand du coup, parce que du coup il n'y avait pas de Oh, traduction française, enfin j'ai pas trouvé. Et ça s'appelle ouais, Geisterkirche, donc l'église aux fantômes hein, tout simplement. non, je crois pas. Non, du coup, j'ai essayé de trouver, mais non, non. Non, tant pis, c'est comme ça. Mais non, je le trouve trop beau ce livre. Voilà, Ah oui, il est comme ça. magnifique, hein. Il est magnifique. Et en fait, attends, si je trouve moi une image. Moi de toute façon ça sert à rien que je vous montre le mien, puisque déjà je peux pas, et en plus il est pas beau. Oh, Enfin, il est pas beau, il est normal quoi, mais c'est surtout un gros pavé de 1200-1300 pages quoi. Waouh! Ah ouais, c'est joli. du coup, c'est que ça. Ah, Ça c'est trop très beau. beau. Joli livre. Vraiment, du coup, avec des lettrines, c'est magnifique. Je sais pas, en vrai, c'est trop intéressant. C'est vrai que j'en ai entendu parler, je me suis jamais penchée dedans. Mais ouais, c'est grave cool. Est-ce que tu veux en raconter une à ton tour? Ouais, vas-y. Ça va être une petite histoire, vite fait. Allez. Qu'est-ce que tu veux comme ambiance? Euh... Oh, euh... euh, On peut rester sur celle-là aussi, hein. Ça sera plutôt dans les montagnes. Donc, Ah ah, ok. Bon, on peut retourner sur celle-là, hein, c'est ouais, dans la montagne ça. ouais, on va retourner. Ah non, j'aime bien la toute première. On va mettre la toute. Celle avec la lanterne? Non, celle qui est la première ambiance d'histoire. Celle avec les plaines. Ah oui, Donc, d'accord, ok, voilà. parce que ça fait un peu montagneux, Ok, deal. un peu, ouais, on va dire un peu d'ombre, de la brume plutôt, etc. Du coup, bah, mon histoire, ça sera sur le mont Holatschach. Holatschach. Essayer de le prononcer, c'est très compliqué. Moi-même, je bégaye à chaque fois quand je le lis. Mais en fait, le Holatschach, déjà pour le situer, c'est un sommet situé dans une des parties de mont Oural. Donc Oural plutôt. Je sais pas si vous voyez où c'est Oural à peu près en Russie. Donc ça se passe toujours en Russie. Et, mais, et du coup, donc en fait, ça se situe au plein milieu de Russie. Donc c'est les montagnes les plus longues. C'est celles qui en fait divisent la Russie en deux parties, entre la partie asiatique et la partie européenne. Et c'est de là où de base je viens. Ah Donc du ah. coup, et en fait, c'est magnifique, hein. Déjà, c'est faut s'imaginer, c'est les montagnes, il y a, y a, y a rien autour, hein. C'est de la forêt sauvage, c'est de la chasse sauvage aussi, hein, vraiment. Et la véritable chasse, hein, pas la chasse française comme nous on le voit, c'est vraiment des vrais chasseurs où tu survis avec ce que tu chasses. Et là aussi il y a encore, je crois qu'il y a des tribus, encore comment on appelle ça, indépendantes en fait, totalement indépendantes encore en Russie. Ça se trouve à peu près ici tout au nord du mont Oural, donc vers la Sibérie. Et donc l'affaire que je vais raconter vite fait, parce que je vais pas m'attarder dessus, parce qu'en fait elle est extrêmement connue. C'est l'affaire du col Dyatlov. Donc je pense qu'il y a des gens qui le connaissent parce que bon, le YouTube francophone on n'a pas énormément parlé. Et c'est vrai qu'elle est vraiment passionnante cette histoire parce qu'en fait, encore aujourd'hui, c'est que des hypothèses en réalité. C'est pas vraiment, on n'a pas vraiment de réponse. En même temps, bon, c'est malheureusement la nature fait que bah, on n'a plus vraiment beaucoup de preuves aussi. Et en fait, ça va raconter l'histoire en 1959, un groupe de skieurs dirigé par Igor Dyatlov est décédé ici dans les circonstances mystérieuses. Donc ici dans la montagne d'Oural, exactement à Kholachkar.
Donc ça, un des parties de montagne d'Oral. Et pour l'instant, la cause de leur mort n'a pas été révélée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'après une longue recherche, les touristes morts ont été retrouvés gravement blessés, sans aucune blessure externe. Au cours de siècles derniers, 27 personnes sont mortes sur le mont Kholachar. Et au cours de l'année entre 1960 et 1961, 9 géologues sont morts dans des accidents d'avion dans la région. Et en fait, c'est qu'il y a beaucoup de morts, mais en même temps, c'est les montagnes qui sont extrêmement dangereuses. Et en fait, pour aller en expédition là-bas, il faut être vraiment bien préparé. Parce qu'en fait, il y a toujours du microclimat. Et en fait, la météo change extrêmement vite là-bas. Et la météo, en fait, il va faire, on va dire, il y a 1 heure, on va dire qu'il a fait super beau et tout, et là en 10 minutes, la météo elle change, c'est un ouragan, il y a de la pluie, il neige ou autre quoi. C'est vraiment c'est une zone le climat il change extrêmement vite. Et en fait, il y a beaucoup de légendes qui parlent de cette région. Surtout, il y a pas mal de la tribu de Masni qui parle beaucoup, qui donne plein de légendes. Et en fait, c'est Kholachar, en fait, ça veut dire plutôt c'est comment on dit? On appelle ça la montagne des morts, si on le traduit littéralement comme ça, c'est la montagne des morts. Et aujourd'hui, on va dire plutôt à la moderne, il y a des gens les scientifiques l'appellent ça plutôt Khaït 1079. Voilà. C'est vite fait, juste une petite histoire comme ça. Pour faire voyager un peu les gens en Russie, quoi. Voilà. Non, c'est vrai que des mystères comme ça, ça interroge quoi. Oui, bah ouais, parce qu'en fait, déjà, bon, on l'a appelé du coup l'affaire du col Dyatlov parce que à cause du mec qui a fait l'expédition qui s'appelle Igor Dyatlov. Et en fait, c'était 9 personnes qui ont décédé dans des circonstances encore bah, pas vraiment connues parce qu'en 2019, on s'est dit peut-être que c'est une avalanche et ils ont fait pas mal d'expériences et qui ont montré que ça se peut que ce soit ça. Mais qui sait réellement en fait parce que en fait il y a des certaines personnes en fait pour raconter comme ça vite fait parce qu'en fait vraiment sur internet on peut le trouver et ça c'est cette affaire c'est l'affaire qui sort quand on parle de la Russie, les faits divers quoi en fait. Et il y a quand on les a retrouvés malheureusement morts. En fait, il y avait la moitié des personnes, ils étaient totalement nus, mais il a neigé, donc pourquoi ils étaient nus et pourquoi ils se sont retrouvés nus. Et l'autre moitié, en fait, c'est plutôt les gens, ils étaient habillés avec des vêtements des autres personnes qui étaient nues. D'accord. Donc, en fait, il y a plein d'hypothèses et il n'y a pas vraiment de réponse claire à cette affaire. Ça, c'est fou. Donc, voilà. Mais oui, ça fait toujours partie du folklore. Voilà, comme que la tribu de Masni dit que voilà, c'est la montagne des morts et ils ont plein de légendes dessus en disant que il y a une légende, ça j'aimerais bien pencher dessus. Ils disent que si tu fuis, en fait, ils parlent d'une espèce de, comment on appelle ça, quand tu fuis la mort dans ces montagnes-là, elle te retrouvera quand même. C'est terrible. Génial. Voilà. Oh, on adore. Oui, Darko s'est dit, ouais, c'est limite. En fait, pas vraiment. On sait pas. C'est ça le problème, c'est que oui et non. C'est. Il y a toujours ce côté folklore du militaire russe. Mais il faut se dire aussi, c'est que la nature, elle gagne toujours, en fait, un peu. On se rend pas compte que il y a beaucoup d'histoires comme ça en Russie, dans les montagnes, ou même pas que, où, le fait que en fait, déjà, il faut s'imaginer que la nature en Russie, elle n'est pas du tout la même qu'en France. Et elle est beaucoup plus sauvage qu'en France. Et vraiment, quand tu veux te faire une bonne randonnée en Russie, en fait, il y a des gens qui se disent, peut-être que je ne pourrai jamais rentrer parce qu'en fait, c'est trop dangereux. En fait, c'est trop dangereux.
Ce qu'il se passe sur la montagne de la mort reste à la montagne de la mort. Exactement. Et C'est- voilà. Je savais pas que c'est Mais comme ça qu'on appelait les campements med. D'accord. mais oui. Mais après, je voulais pas vraiment m'attarder beaucoup dessus parce que je trouve que c'est une histoire que on parle beaucoup trop d'elle en réalité, même si elle est super intéressante. Mhm. Mais voilà, j'aime bien quand même juste évoquer comme ça. Bah ouais. Des fois, ça. Mais vous trouvez plein de sources par contre sur cette histoire. Il y a plein de vidéos YouTube francophones dessus. Il y a plein de Ok. documentation en français. C'est l'affaire la plus traduite en français, quoi. Voilà. Ah ouais. Ok. Mm. Alors moi j'ai plusieurs trucs. À toi de me dire, j'ai des petits comptes du coup sur enfin des petits comptes. Ensuite Vas-y. j'ai à toi de me dire, j'ai un truc, le gros truc sur la chasse sauvage, mais bon, on verra si on le fait ou pas. J'ai les mystères de l'épidémie de danse à Strasbourg. Et puis j'ai le fait divers en Angleterre avec les Romains, voilà, dont on avait parlé. Oui. J'aime beaucoup celle avec le Strasbourg, perso. Allez. Mais après, peut-être qu'il y Ah, a. ça, Peut-être les gens, ils la connaissent déjà, je pense, peut-être. Parce qu'elle est bah, quand même assez connue. de toute façon, si je le fais, ce sera assez bref et résumé, puisque bah, effectivement, c'est quelque chose d'assez connu. Mm. Et puis, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui seront assez satisfaits qu'on parle de Strasbourg. Voilà. Bon, allez, on va parler de Strasbourg, comme ça c'est fait, Voilà. comme ça Comme tout le ça, monde on est a on heureux. a fait plaisir à une partie du chat, et puis voilà. Hein. Alors, dit ouais, Blau qui dit dans 10 minutes elle devrait partir, donc un truc qui tient dans ce laps de temps. Ouais, c'est bon, ça ira. Je recommande la version de l'histoire de Patrick Baud dans une vidéo de Squeezie si ça vous intéresse. Ok, ok, bah Oui, on ira ouais. peut-être voir alors. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, ouais. Alors, sur l'épidémie de danse. Nous sommes donc en 1518, en été. Il fait chaud, c'est le 14 juillet. Frau Trophéa commence à danser, sans raison apparente. Elle est en transe. Elle danse des jours, des jours et des jours, sans repos, jusqu'à avoir les pieds en sang. Et 10 jours plus tard, presque une cinquantaine de personnes l'ont rejoint. Et on connaît même les premiers décès de fatigue. Suite à ça, plusieurs centaines de personnes dansent et on ne sait pas vraiment combien il y en a qui sont décédés. Et c'est une histoire qui demeure jusqu'à aujourd'hui inexpliquée. Alors, maintenant que j'ai dit ça, en fait, je récap un peu une vidéo que j'ai vue. Ça a un lien avec Saint-Guy, tout à fait bien vu. Alors, maintenant que j'ai un peu résumé tout ça, je vais vous dire, je reprends la vidéo donc de Thomas Laurent, hein, pas du tout de Laurier, hein, que je vous mettrai dans la bibliographie également et que je vous conseille d'aller voir. Euh, En fait, ça c'est la version modifiée qu'on connaît, mais qui n'est pas en fait la vraie. Alors, déjà, il y a les sources présentes, du moment des faits, voilà, les sources contemporaines, ne mentionnent pas de femme qui s'appelle Trophéa, puisque c'est un nom qui apparaît plus tardivement et qui n'a enfin, qui pour l'époque ne fait pas sens. Et donc voilà les faits qui nous sont rapportés par les sources contemporaines. Plus ou moins, je préciserai si c'est pas par les sources contemporaines. Donc elle commence à danser le 14 juillet. Le 20, elle est emmenée à Saverne, aux alentours du 20 juillet, au sanctuaire de Saint-Guy. Bien vu, Anishka. Mais à Strasbourg, l'épidémie a commencé. Donc le 21 juillet, on a 34 personnes et le 25 une cinquantaine. Alors,
la ville consulte les médecins et qui déclare que cette chorémanie est due à un échauffement excessif du sang. Voilà, que théorie des humeurs, etc. Donc en fait, il faut danser toujours plus pour arrêter l'épidémie. Donc on libère des espaces, et etc., etc. Sauf que évidemment, bah, ça fait qu'empirer. Donc le 27 juillet, 2 jours après, machine arrière, on interdit de jouer de la musique, on retire les extrades sous peine d'amende, etc. L'épidémie se calme et reprend de plus belle le 10 août. Et on a des sources postérieures qui nous disent que là, on atteint entre 200 et 400 personnes. Mais donc là, on ne sait pas trop si on peut leur faire confiance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reprend début août. On envoie toutes les personnes en pèlerinage à Saverne, justement au temple de Saint-Guy. D'ailleurs, on construit une statue de cire le 20 août de 50 kilos hein, de Saint-Guy quand même, et qu'on envoie à Saverne. Pas mal. Sur place, on fait construire une hôtellerie pour accueillir ceux qui souffrent du coup de ce qu'on nomme le morbus sancti viti vulgaritaire. Donc le mal de Saint-Guy en fait. Et donc à partir de là, les choses se tassent et l'épidémie s'achève. Voilà. Et donc on voit en fait que cette histoire de mort en fait, bah non. Voilà. C'est qu'en fait aucune source contemporaine ne mentionne le fait qu'il y ait eu des morts. Épidémie tectonique, c'est ça. Oh, T'imagines, c'est une genre. vraie danse macabre, hein. Exactement. Ça va peut-être nous permettre d'enchaîner à la limite. Alors, autre debunk là-dessus. Ce genre de phénomène de chorémanie existe déjà en fait. Et il y a plein de phénomènes, ça a déjà existé plein de fois durant l'époque médiévale. Et bah voilà, il y a un exemple par exemple en 1374 en Rhénanie où des bandes de personnes déboulent de village en village en dansant en transe, persuadées d'être possédées par des démons. Voilà. Voilà. Donc la première hypothèse qui était donnée c'était la contamination à l'ergot de seigle. Mais elle fait pas consensus et elle paraît peu probable. Puisque en fait il y a plusieurs symptômes, c'est-à-dire c'est soit la gangrène, soit la convulsion, soit d'autres symptômes, et en fait c'est assez peu probable que dans une ville comme Strasbourg, aussi grande, tout le monde ait mangé le même pain, répété sur plusieurs mois, et ait contracté les mêmes symptômes, ce genre de choses. Alors c'est possible, hein, voilà, mais ça convainc pas trop la communauté. L'autre possibilité qui est évoquée, mais qui encore une fois n'est qu'une hypothèse, c'est celle d'une hystérie. D'une hystérie collective avec des symptômes de conversion. Ouais. En gros, symptômes de conversion, ça veut simplement dire qu'en fait, un mal psychologique se transforme en mal physique. Mm. Et donc, en fait, ce serait comme les résultats d'un traumatisme. Comme il y a eu dans plusieurs pays, en fonction des époques. Alors, dans la vidéo, il mentionne notamment des exemples du XXe et du XIXe siècle, où, par exemple, bah, le XXe siècle, on connaît les soldats de la Première Guerre mondiale qui, en fait, suite à un stress post-traumatique, deviennent aveugles alors ils étaient en bonne santé, ils paraissaient en bonne santé, quoi. Ce genre de choses. Ouais. Et donc, John Waller, donc, qui a écrit un bouquin qui est actuellement bah, au centre de différentes polémiques. Mais bref, lui, il propose une version qui est celle du coup des historiques collectives. Et il dit que justement, ça rentre dans la vision des gens de l'époque, les mentalités en fait. C'est-à-dire que Saint-Guy, il a une double casquette. C'est celui qui guérit la manie dansante, mais c'est aussi celui qui la provoque. Et donc, par exemple, à l'époque médiévale, on peut maudire des gens de la fièvre de Saint-Guy, c'est-à-dire la danse, et donc c'est terrible, etc. etc. Et donc, il y a, John Waller, il dresse un portrait assez négatif de l'époque noire qui pourrait potentiellement avoir traumatisé les Strasbourgeois, voilà, famine, répétition, clergé avide, désespoir spirituel, tout ça, surtout dans les catégories les plus pauvres.
Et donc pourquoi Saint-Guy? Parce que ça a du sens pour l'époque tout simplement, parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées aussi, justement comme en 1373. Et donc en fait ça pourrait paraître logique dans les mentalités tout simplement que ce soit vraiment Saint-Guy, comme par exemple ceux qui ont déboulé en 1373 se sont dit bah on est possédé par des démons, et ça fait sens. Et ben là potentiellement ça pourrait être ça. Maintenant, John Waller, il est aussi très critiqué puisque, bon bah, dans son bouquin, parfois, il va un peu vite en besogne, c'est pas trop sourcé. Parfois, on voit qu'il y a peut-être des parties de surinterprétation, et puis il présente une version assez noire du clergé qui manque énormément de nuances. Donc voilà. Donc tout ce qu'on sait finalement, c'est qu'il y a eu une manie dansante, que Saint-Guy y a joué un rôle, mais c'est à peu près tout en fait. Voilà. Et donc Mais ouais, on reste sur des interprétations, mais on sait toujours pas ce qui s'est passé. bah ouais. Ah. Voilà. Donc, Oui, c'est super intéressant. Franchement, moi, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, cette histoire. J'en ai entendu parler beaucoup, beaucoup, et moi, je la trouve impressionnante. Parce que, bah, vraiment, pourquoi, en fait? ouais. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est vrai que l'hypothèse actuellement la plus crédible pour moi, c'est celle de John Waller, mais bon. Oui, ouais. Mais bon, ça reste de la psychologie des personnes, donc tu pourras jamais savoir, quoi. Bah oui, et puis surtout, est-ce que vraiment l'humain est si capable... Parce que la danse, quand même, de la danse, quoi, physiquement, c'est Ouais. dur, quoi. Ouais. Mais il C'est... donnait des exemples dans sa vidéo où ça s'est produit, mais alors je sais plus si c'était de la danse, il y avait rire et pleurs, sans intérêt pendant des jours. Ça doit faire Mm, aussi mm, flipper. mm. Et il y avait d'autres exemples, mais je sais plus. Bah ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que, bah, moi, je sais qu'en Russie, on a une maladie qui est un peu chronique. En fait, c'est la dépression. On Ah est tous déprimés. Vraiment, c'est la déprime russe. Et en fait, c'est à cause de bah, tout ce qu'on vit depuis la révolution de 1917, et même encore avant. Et en fait, c'est qu'on est tout le temps en guerre, et on n'est jamais vraiment, on sait pas, on peut pas vraiment croire à notre cher gouvernement. Et du coup, en fait, il y a globalement, chez tous les Russes, il y a la dépression. c'est fou. Et ça depuis des années, des années, des années, des années, de génération en génération, quoi. C'est un peu. Enfin, moi, ça me fait penser à la Grande Dépression des années 1930, en fait. Oui, carrément. Mais nous, ça pire Mais ouais, depuis. vous, c'est plus long, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, c'est ça, je pense que je me suis rendu compte là, peut-être cette année, où genre vraiment, quand j'ai eu des reculs, je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai que en Russie, on a une putain de prime quand même. C'est fou. C'est... En fait, c'est surtout quand... C'est bizarre parce qu'on n'en parle pas de ça, tu vois. Hum. Mais c'est qu'en France que je me suis vraiment rendu compte parce que bah, en France, on est beaucoup plus... on s'attarde beaucoup plus sur les maladies, et puis si on va dire plutôt, ouais, on va dire ça, entre guillemets, des maladies psychologiques, des états psychologiques plutôt. Mais ouais, c'est super intéressant. Eh ben. Mm. euh, Est-ce que tu vas en raconter une? Est-ce que je profite de la danse pour rebondir sur la danse macabre? Je sais pas. Qu'est-ce que. Vas-y, ouais, j'aime bien la danse macabre, c'est super chouette. Le thème, en Allons-y. plus, comme ça va continuer dans le thème de la C'est danse. parfait. Alors attends, faut juste que je la retrouve. Oh, je suis trop un génie. Je l'ai trouvé. Ah là là, c'est chouette, c'est beau, c'est beau! Du premier coup. Alors. J'ai fait quelques recherches pour vous sur la danse macabre. Alors c'est assez bref parce que j'ai pas trouvé d'histoire flippante finalement autour de la danse macabre, mis à part que bah, le thème lui-même en fait est assez macabre, hein. Euh, donc là sur l'image, vous avez en haut à droite en fait c'est une danse macabre de 1485 qui est donc dans une maison italienne qui s'appelle la maison de Clusone. Alors avec mon accent très français, donc je vais plutôt vous l'écrire, hein, ça sera quand même plus simple. Je vais devoir vous laisser, filez-vous bien les chocottes, ça marche Blau, bonne soirée et à plus. C'était chouette de t'avoir. Et la bise à la geste par la suite, je pense pas pouvoir assister à son live. Ok, ça marche.
Du coup, la danse macabre, euh, en fait, Et oui, autrement, il y a question, c'est la fresque, ouais, c'est du 15e, du coup. oui, 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 bah, oui. Oui, fin 15, 1485. Oui, ouais. Et du coup, alors, confondez pas, en haut à gauche, c'est du 16e, hein. Oui, Voilà. Du coup, comme ça, tout est clair. voilà, comme ça tout est clair. Ah oui, et le fond, c'est les catacombes de Paris. Voilà, comme ça on est encore plus clair. Euh, En fait, la danse macabre, ça, nous on a l'image des représentations iconographiques, mais il faut savoir qu'en fait ça commence pas par des représentations iconographiques. En fait, ça commence par des prestations théâtrales. Et évidemment, du coup, on a beaucoup moins de sources. Donc ça commence au XIVe siècle, sous la forme des pièces de théâtre qu'on nomme à l'époque médiévale les mystères. Euh, et donc on a des représentations où en fait on a, enfin, des représentations théâtrales, j'entends, euh, la mort, toute seule sur scène, qui s'adresse à tout un tas de personnages de différentes classes. Et donc par la suite, après, la première, la première occurrence qu'on a d'une danse macabre, c'est en 1424 à Paris, qui a été d'ailleurs détruite, mais on avait une reproduction du coup graphique, du coup ça va, on sait à quoi ça ressemblait. Et donc les danses macabres sont représentées grosso modo dans des lieux un peu flippants, hein. Enfin dans des lieux justement qu'on vient de nommer comme étant flippants, style les églises, les murs des cimetières, les murs des cloîtres, les charniers, les ossuaires, etc. Et donc sous la frise, généralement, il y a un texte en vers en fait qui rappelle que bah, on est tous égaux finalement devant la mort. Et ensuite, la dernière diffusion, c'est l'imprimerie évidemment qui permet à la danse macabre de se diffuser pleinement. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, il y a d'autres motifs du coup de la danse macabre, enfin en fait qui sont liés à la danse macabre. Et la danse macabre, c'est le thème médiéval macabre le plus connu actuellement, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y en a un autre qui est extrêmement connu comme thème, c'est le Memento Mori, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Il y a donc le dit des trois morts et des trois vifs, le triomphe de la mort, l'Ars Moriendi, la mort de la pomme. Alors ça, il va falloir que je me renseigne parce que ça a l'air intéressant puisqu'il y a des pommes dedans. Et ensuite, il y a le thème des vanités avec un V majuscule, donc qui est également à regarder. Donc voilà, grosso modo, le thème de la danse macabre, hein, c'est assez connu. C'est le moment de se rappeler qu'en fait, on est tous égaux devant la mort et qu'il n'y a qu'un seul destin que nous avons tous en commun et vers lequel nous tendons tous irrévocablement. Hashtag la mort. Voilà. Mais oui, oui, la mort, elle est beaucoup présentée depuis il y a très 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 longtemps. Et quand on parle du Moyen-Âge, bah, quand on disait, bah bon, malheureusement, j'ai pas préparé le sujet, mais sur la tapisserie d'Apocalypse, on en Mm. parle beaucoup, beaucoup. Ah oui. Et c'est très intéressant parce que, en fait, la tapisserie d'Apocalypse, c'est que déjà, il faut pas imaginer ça comme quelque chose de tragique. C'est plutôt, en fait, la tapisserie était représentée comme une de la. Déjà, de base, c'était de la propagande, hein, de toute façon, c'était de la propagande de l'époque. Mm. Et c'était plutôt représenté pas comme un enfer, mais plutôt comme de la renaissance. En fait, c'est-à-dire toutes les étapes vers lesquelles on doit se sacrifier, mais en sacrifiant, on ira vers le mieux, et on va vers l'avant, et ça sera mieux plus tard, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, si on va résumer la tapisserie d'Apocalypse. Ah, Et voilà, c'est ça la version de voir les choses, quoi. ouais. Bah, Et, moi, euh, ça. Ouais, vas-y. et l'Apocalypse, bah, du coup, qui est plutôt vous dire la Renaissance, en fait. Ouais. Voilà, si on le traduit, ouais. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je t'ai coupé, c'est ma faute. Non, t'inquiète. Bah, si tu veux, je dis un truc en attendant que tu retrouves. Moi, ça me rappelle justement un live qui est prévu sur cette chaîne, hein, chers amis, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il se trouvera, puisque c'est un live objectif. En fait, quand on aura atteint les 100 followers, on fera un live sur la Révolution Hussite.
Et il se trouve que j'ai lu du coup les textes des théologiens hussites, et ça parle énormément de l'Apocalypse. En fait, toute la révolution hussite, c'est l'histoire de l'Apocalypse et de l'arrivée de cette renaissance finalement qu'est l'Apocalypse. Et donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Donc si vous êtes là et que vous êtes followé pas encore, eh ben lâchez votre petit follow. Voilà, T'en sens plus vrai? c'est l'instant promo. Voilà, j'espère que tu as retrouvé ce que tu voulais dire. Non, mais c'est pas grave. Mais Ok. de toute façon, dans l'idée, c'est que voilà, la tapisserie d'Apocalypse, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il faudra qu'on fasse vraiment, je sais pas, peut-être un live sur la tapisserie Ah d'Apocalypse, oui, parce oui. qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et déjà, je pense que c'est la tapisserie la plus immense, on va dire. Vraiment, elle est immense. Bon, il y a bien sûr la tapisserie de Bayeux, mais c'est surtout de l'époque. Elle est magnifique et les techniques qu'on voit dans cette tapisserie, la façon comment c'est fait, c'est une œuvre d'art. Hein. Vraiment, c'est une vraie peinture. Parce que il y a plein de couches et c'est comme si c'était de l'enluminure, donc couche par couche, et qui fait ressortir la lumière du bas pour voir tout ce qu'on voit Oh là aujourd'hui. là. Et Ah, faut c'est mais absolument d'une qu'on aille la voir. beauté, c'est vraiment, la dernière fois quand je suis allée à Angers, je suis restée peut-être 3 heures juste en regardant cette tapisserie, donc sans écouter, vraiment sans écouter l'histoire et tout, vraiment juste à regarder les détails, c'était incroyable. Et ouais, non, mais c'est extraordinaire, c'est immense en plus, hein, vraiment. Bon, même malheureusement, il y a des pièces de tapisserie qui ne sont pas, qui sont, comment dire, ils ont disparu ou ils étaient, je me rappelle plus, ils étaient détruites ou trop dans mauvais état, mais il y a plein d'autres pièces qui étaient restaurées, mais il y a eu un boulot dingue, quoi. Et franchement, c'est magnifique, voilà. Je conseille énormément aller à Angers et passer une petite journée au château d'Angers pour visiter ça. Ah bah oui, ouais, ça se fait, hein. Ouais, voilà, c'est incroyable. Eh. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais tapisserie, qu'est-ce que... Ah oui, pour la mort aussi, en fait, il y a aussi des représentations. J'ai commencé à travailler dessus un petit peu avec mon association. En fait, aujourd'hui, on a retrouvé le premier jeu de cartes tarot qui date de tout début du 15e siècle, en fait, qui vient d'Italie. Ah oui? Et je l'ai en plus. Attends, je Oh vais te mon montrer. Dieu, je veux voir. Bon, elle était reproduite en plus moderne, mais de ce que on voit, c'est ce qui devait être à peu près ça. Ça c'est Et trop du bien coup, que oui, ta caméra elle c'est... fonctionne, c'est un truc de fou. Ouais. Et c'est du coup, oui, c'est les tarots de Visconti. C'est la famille de Visconti. Ah oui, El Famoso. Enfin El El Famasa, Famoso. ou je sais pas comment on dit au féminin, mais... Et du coup, ils étaient, comment dire, ils étaient réinterprétés. Donc, on a retrouvé certaines pièces des cartes. Mais voilà, on n'a pas retrouvé tout le jeu carrément. Hein, parce que bon, le jeu de tarot, pardon, c'est quand même immense. Hein, et Ouais. beaucoup, beaucoup de cartes. Et je crois qu'il y a des cartes qui sont au musée de Cluny, si vous voulez. Ah. Voilà, un petit peu. Il y en a 2, je crois seulement. Mais parce que oui, c'est une des collections extrêmement rares et extrêmement protégée. Mais voilà, pour vous montrer un peu. Ah ouais. Oh, c'est trop belle. Je veux. Attends, je cherche pour moi une image. Non, plutôt là. C'est l'autre Comme ça. côté. Ah ouais, c'est beau, hein. En plus, moi, je réfléchissais hein, à m'en procurer un en Comme plus ça. à Compiègne là. C'est magnifique. Ah oui, super beau. Et puis voilà, mais voilà, c'est tout début, vraiment, tout début 15, je crois. Ça Et tape dans voilà, on notre période, suppose c'est bon. aussi, ouais, on connaît pas vraiment la date de cartes comme ça, mais on suppose qu'il y avait aussi au 14e, parce que bon, voilà, on Ah a oui, retrouvé oui. quand même des jeux de cartes. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. On Tiens, n'en a bah, pas du coup, retrouvé parlant beaucoup, de la mais mort. moi j'ai des sources qui en parlent hein, chez les étudiants en 14e, donc voilà.
Ah Bah ouais, oui, c'est pour ça. la mort qui reprend. Ok. Magnifique. Vraiment, j'adore. Trop belle. Et voilà. Et la mort qui est dans les cartes tarot qui ne veut pas vraiment dire la mort. Eh oui, trop bien. Ça veut dire la renaissance. En fait, c'est que il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais à partir de cette chose-là, il y a quelque chose qui va continuer. Donc la vie, elle continue, même si quelque chose s'arrête. Voilà. C'est une interprétation extrêmement intéressante des cartes tarot. Ainsi va la vie, ainsi va la Vous force. savez, voilà. Je vous laisse réfléchir ça la soirée Alors, sur ce sujet-là. Mais oui, non, mais la mort, c'est extrêmement intéressant comme sujet en réalité. Et puis bon, on en parle aussi beaucoup dans les légendes bretonnes aussi. Donc avec l'Ankou, qui est très intéressant, mais qui a un peu une image de la chasse sauvage du coup. et Et oui, je trouve ça encore et toujours, la hyper revoilà. intéressant. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est en fait l'Ankou, il apparaît sur plusieurs formes et ça dépend des régions. C'est des endroits en montagne, mais de ce qu'on sait, l'Ankou, il se montre au moment quand en fait la mort elle arrive à toi quoi. Ah ouais. C'est super Ah, intéressant. faudra qu'on Vraiment. en refasse qu'on en refasse. De toute façon, là, je vois l'heure. Mais bon, bon, bref, je vois l'heure, mais bon, on peut quand même continuer un petit peu. Mais dans tous les cas, j'aurai pas le temps de faire la grande histoire, de lire le grand truc sur la chasse sauvage que je voulais lire. Donc on fera ça un autre live. Où vraiment, je vous lirai ce conte-là. Enfin, ce conte, plutôt ce récit, en fait, qui est dans une chronique, hein, donc écrite par un clerc. En études d'histoire, vous êtes séparés par siècle, tu as dit les étudiants du 14e. Alors, en fait, non, non, c'est en fait, moi je fais, je suis reconstituteur, mais je suis aussi étudiant en histoire médiévale et je travaille en fait sur les universités médiévales et les étudiants. Il se trouve que mon, mon- mon thème de recherche et ma période de reconstitution, c'est la première moitié 15e. Mais évidemment, je peux pas étudier le 15e sans avoir regardé un peu ce qui se passe au 14e. Et donc voilà, c'est pour ça. Oui. C'est trop chouette des 14. Alors du coup, qu'est-ce que... Est-ce que t'as encore une histoire, toi? Bah, écoute, oui, mais après, si tu veux s'arrêter là, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, bah, moi ce que je propose, c'est qu'on en fasse encore chacun une. Ouais, Et puis on se garde les autres au chaud pour une prochaine fois. oui, carrément. Ouais, on peut faire ça. Tout le monde étudie la même chose jusqu'au master. Ouais, bah et après, à partir du master, c'est là où tu te spécialises, hein. Et puis, sur ce, tu veux commencer? Ouais, Ouais. je vais faire. Qu'est-ce que tu veux comme ambiance Mets-moi donc une petite ambiance de forêt sombre, un truc comme ça. Ok, alors je vais te trouver ça. Ça va ça? Bon, c'était pour la chasse sauvage avec le cheval de feu, mais Non, plutôt l'autre, parce que du coup, ouais. ouais, non, non, vas-y. Non. Celle-là? Ouais, vas-y, celle-là, on va laisser celle-là. Elle est Ah très ok. bien déjà, celle-là. Donc, la troisième histoire, c'est une des histoires les plus connues de Russie. À tel point que moi-même, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler quand j'étais très, 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 très jeune. Et voilà, quand on est jeune, innocent, dans le collège et tout, on se raconte plein d'histoires. Et c'était l'histoire qui ressortait le plus de la bouche de tout le monde. Et en fait, c'est l'histoire de l'endroit qui s'appelle Tchortova Kladbysche. Tchortova Kladbysche, qui veut dire en russe, si on le traduit en français, ça veut dire le cimetière du diable. Donc, dans le territoire de Krasnoïarsk se trouve un champ inhabituel. Les résidents locaux sont sûrs qu'il est apparu après la chute de la météorite Tunguska en 1900. Bien qu'en fait la météorite soit tombée à 400 km d'ici. On dit qu'un gros trou s'est formé dans le sol à cet endroit, d'où une fumée noire est sortie et une forte chaleur s'est dégagée. Plus tard, cet endroit a été complètement incendié
puis progressivement recouverts de terre. Il n'y avait qu'une calvitie ronde et l'âge dans laquelle les animaux tombent. Les gens ont parlé d'un sentiment inexplicable de peur et d'horreur que les saisit sur le chemin du cimetière du diable. Comme ça, une légende du cimetière du diable a commencé. Et- Les premières mentions dans la presse à son sujet datent du début des années 80. Selon les premiers témoins oculaires, il s'agissait d'un champ tout rond, inégal, d'environ 15 mètres de diamètre. C'est un champ brûlé où tous les êtres vivants meurent, les animaux, même les oiseaux volants à basse altitude. Si l'animal monte dessus, il se produit soit un empoisonnement, soit peut-être des radiations autres. Et il y a d'autres témoins qui disent qu'il s'est rendu en 1926. Quand il s'est rendu à cet endroit-là, il s'est rappelé avoir vu des arbres calcinés et des restes d'animaux dans la clairière. En 1941, des chercheurs décident d'étudier cette anomalie, mais ils n'y parviennent jamais. Les aiguilles de la boussole n'obéissent pas, les instruments ne fonctionnent pas. Les membres du groupe se sont plaints d'une vision floue, d'un égourdissement du corps et beaucoup avaient des articulations enflées. Toutes les études ont été annulées sans être terminées. Voilà. Et il y a des habitants qui disent que dans ce champ du cimetière du diable, quand il neige, la neige n'apparaît pas sur ce champ tout rond. Voilà. Voilà, l'histoire. Eh ben... Eh ben... Ça, c'est ça, oui. Donc ouais, et j'en ai entendu beaucoup parler de ce chant, qui est, oui, en fait, de ce qu'on se voit des images, mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est le chant qu'on voit dans les récits, parce que il y a des images qui étaient sorties, des gens qui ont soi-disant retrouvé le chant, parce qu'en fait, ce chant, il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de documentation sur ça, mais on retrouve pas vraiment de coordination en fait. On sait pas vraiment où est ce cimetière du diable. On n'a pas vraiment trouvé de photos précises de l'époque ou autre. Et du coup, en fait, il y a des gens j'ai trouvé des super témoignages des gens d'aujourd'hui, en fait, là, des années 2017, où ils ont fait des témoignages, des expéditions pour retrouver ce chant. Ils disaient qu'en fait, il y a plusieurs types de chants comme ça qui se ressemblent et qui, en fait, on ne sait pas vraiment si c'est le chant là dans la presse, dans les témoignages ou pas. Et est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est juste pas une légende comme ça qui passe l'oreille à l'oreille, ou c'est on va dire une folie avec le météorite de tout le monde, donc voilà, c'est super intéressant. Ça me fait penser un peu au témoignage, tu sais, de Tchernobyl, Ouais. où on dit que tous les animaux ils ont des radiations, c'est des mutants, etc. Qu'en réalité c'est pas du tout le cas, mais voilà, c'est Hmm. super intéressant. Mais ouais. Ah, ok. Mais oui, de base c'est marrant parce que je voulais parler un peu de Tchernobyl aussi ce soir, mais après je me suis dit comment dire, c'est pas vraiment super intéressant dans le sens où c'est intéressant la façon comment ça s'est produit et tout ce qu'il y a légende à côté, mais c'est pas vraiment pour se faire un peu flipper. C'est plutôt un débancage de légende. Enfin. Eh ça ira dans un prochain live aussi, hein. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Donc, Lewis Atwell, si tu veux aller faire construire ta maison là-bas, bah écoute, Oh ouais, c'est un choix, il y hein. a, tu sais, en Russie, apparemment, il y a des terrains, ça je sais pas, mais ça à vérifier comme source. J'ai entendu qu'il y a des terrains qui sont vendus à un rouble, c'est même pas à 10 centimes donc, en Russie. Ah, c'est Si fou tu ça. veux, vas-y, tu peux t'inscrire, tu peux construire une maison là-bas. Ah ouais, ok, bah pas mal, effectivement. Bon, par contre, je suppose que c'est difficile d'avoir internet, l'eau courante et l'électricité dans ces endroits-là, du coup, que t'achètes pour 10 centimes.
Oh oui, bien sûr, là vraiment, il faut se dire, tu à la nature sauvage, tu la nature sauvage, quoi. Ouais. Tu Par contre, pour construire un petit village médiéval, Ah, 14e, ça peut être intéressant. ça peut être intéressant, effectivement. Ok. Bon, alors à moi. Alors j'ai plusieurs histoires, faut que j'en choisisse du coup. Donc là, je suis dans un autre bouquin qui s'appelle Ouais. Contes, diableries et autres merveilles du Moyen Âge. Euh, et puis voilà. Euh, alors j'en ai, je peux peut-être en lire deux parce qu'elles sont très courtes. Elles font un paragraphe, donc c'est assez petit. Il y en a une, alors celui-là je voudrais d'abord le lire parce que ça rappelle encore une fois le thème de la danse macabre. C'est les messagers de la mort. En Oh, fait finalement on entend... non, alors ça c'est un conte en plus qui apparemment était très connu et que tout le monde connaissait à l'époque médiévale. Donc comme ça vous fait un peu votre culture. Voilà, si vous êtes médiéviste ou quoi, maintenant vous serez comme les gens de l'époque. Alors, une nuit, une femme mit un enfant au monde. Son mari avait un visiteur auquel il demanda d'être le parrain du nouveau-né, ajoutant: dites-moi votre nom afin que je puisse vous reconnaître dans la foule. Je suis le trépas, donc la mort, répondit l'autre, et j'apporte sur terre bien des peurs, jour et nuit. Eh, ayez pitié de moi et promettez-moi de vivre longtemps. Je te le promets, cher compère. Avant de venir te chercher, je t'enverrai des messagers, sois-en assuré. Sur ces mots, sur ces mots, la mort s'en fut. L'homme vécut longtemps, le temps de nombreuses moissons, puis il tomba malade. Alors le trépas se présenta devant lui et dit: allons, compère, je suis venu vous chercher. Oh, vous n'avez pas tenu votre promesse. Souvenez-vous, répliqua la mort, un jour, vous avez ressenti un poing au côté et vous avez dit: malheur, qu'est-ce donc? C'était mon premier messager. Quand vos oreilles commencèrent à tinter, vos yeux à larmoyer et votre vue à s'obscurcir, c'étaient deux autres messagers. Lorsque vous eûtes mal aux dents, que la toux vous affligea plus que de coutume et que votre mémoire devint incertaine, je vous en envoyai trois. Quand votre marche se ralentit, que votre peau se rida, que votre voix devint rauque et que votre barbe grisonna, je vous en envoyai quatre. Voyez-vous, mon compère, j'ai tenu parole. Laissez Dieu s'occuper de votre âme et qu'elle quitte votre corps. Et le brave homme trépassa. Voilà, donc une petite histoire tout à fait finalement avec une petite morale à la fin, hein, elle est incroyable cette histoire. et visiblement elle était très connue. J'ai trouvé plein d'autres versions, différentes Oui, manières de la raconter, mais c'est le même truc. Et on la retrouve aussi sur les ouais, frères Grimm. ouais, je la connais cette histoire, mais d'une autre façon. Je sais plus, je me rappelle plus vraiment de la source, de quelle époque c'est exactement, mais je pense que c'est plutôt l'époque 18e. Uhum. Mais où en fait ça parle d'un roi malheureux qui ne voulait pas mourir. Et c'est Ok, tout un, je crois que c'est tout un poème en fait, où il y a la mort qui vient le voir et qui lui dit en fait c'est le moment de mourir. Et le roi, en fait, il pleure et il dit à la mort, il y a toute une discussion entre le roi et la mort. Et en fait, il dit que voilà, que j'ai pas envie de mourir, que c'est pas encore mon heure, etc. Et la mort essaie de lui dire que bah si, que voilà, c'est la vie c'est comme ça et qu'il faut partir quoi. Et ouais. c'est super intéressant. Mm. Donc si je retrouve le compte, il faudrait que je te le Ah ouais, dise. ouais, carrément, parce qu'en plus j'ai trouvé des versions qui sont à peu près similaires, donc franchement ouais. Ouais, Et ouais, trop chouette. pour finir, j'en ai un petit, le vaisseau dans les airs. Hmm. En Angleterre, un jour de fête, alors que d'épais nuages couvraient le ciel, les gens sortirent de l'église après la messe. Ils aperçurent
accroché à la barrière d'une tombe, une ancre de bateau dont le câble pendait du ciel. Effarés, ils commentaient l'événement lorsqu'ils virent la corde bouger, comme si l'on tirait dessus pour dégager l'ancre, puis un marin descendre le long du câble. Les hommes, attroupés, le saisirent, mais il mourut entre leurs mains, suffoqué par la moiteur de notre air, comme s'il se noyait dans la mer. Comme leurs compagnons ne revenaient pas, les marins d'en haut coupèrent le câble et abandonnèrent leur ancre. Elle servit à fabriquer les ferrures de la porte de la basilique, et tous peuvent les voir aujourd'hui. Ce fait merveilleux vint prouver que la mer supérieure se trouve au-dessus de nous. Voilà, donc ça c'est Gervais de Tilbury dans Otia Imperialia, début du XIIIe siècle. Trop bien. Mm. Hop là. Bon. Oui, il y Eh avait bah, celle-là aussi. celle-là elle est chouette. Celle-là elle est bien aussi. Bon. Je pense on va revenir Ouh. dans notre petite ambiance cosy, comme Ouais. nous sommes revenus. Et puis clore ici le live, puisque je vois qu'il est 21h23, on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire. Ouais, carrément. Mais ce n'est que partie remise du coup. Et puis... Voilà, en fait je me charge de mettre un peu la musique de fond un peu plus tranquille de fin. Hop. Voilà. Alors, très chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé ce petit live. En tout cas, ça nous a beaucoup plu avec Fenrisa, je pense. Si jamais du coup ça vous a plu, c'est le moment de publicité. N'hésitez pas surtout à follow la chaîne parce que évidemment ça aide beaucoup à en parler autour de vous. Puisque ce genre de contenu, c'est à peu près ce qu'on fait en fait toujours sur la chaîne. La semaine dernière, on avait les contes médiévaux, donc on n'était pas dans des histoires plus flippantes, on était dans des histoires après, à peu près communes. Oui, commence à préparer les contes pour Noël, absolument, mais je pense qu'on fera quelque chose avec les frères Grimm pour Noël. On verra si je trouve des beaux petits contes, mais pas trop glauques. Voilà. J'y réfléchis, en tout cas on fait ce genre de choses sur la chaîne. Et donc, si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez, blabla, etc. Vous connaissez la chanson. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle je mettrai la rediffusion. Il y a Instagram, où il y a toutes les nouvelles qui sont postées plus régulièrement, etc. Il y a un Discord aussi. Et puis bien sûr, il y a le compte de Fenrisa tout de même. Hein. Oui. Alors Je suis partout, Fenrisa, pareil. Fenrisa partout. Instagram, je suis. Vous pouvez même retrouver une boutique à moi sur Etsy. Je suis beaucoup plus active sur Insta, même si en ce moment je suis moins active, mais voilà, parce qu'il y a plein de projets où voilà, j'essaie de reprendre un petit peu ma petite vie artistique. Et puis après, oui, voilà. Je pense qu'après, tout le monde un peu déjà me connaît un peu sur Insta, donc voilà, ça sera peut-être Voilà. mieux. Et puis de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de la rediff. Oui. Et puis qui devrait paraître, je sais pas moi, demain, quelque chose comme ça. Là, je m'en occupe juste après le live, après discussion, etc. Enfin, dans la nuit, voilà. Ça sera fait et ce sera posté pour demain matin ou demain après. Quelle motivation, mais quelle motivation, Eh oui, quelle activité, hein. Toujours. Bon, voilà. Bah écoutez, c'était la fin de ce live. Oui. Je vous dis des bisous. Et puis vous verrez que pour les nouveaux, merci encore pour les follow. Et surtout, vous verrez que au prochain live, Lewis Atoll arrive dans la bibliothèque. Ouais, salut. Merci pour le follow. On s'approche doucement des 100 followers. On va faire ce live sur les sites. Vous allez voir, ça va être passionnant. Et puis l'ambiance d'habitude est tout autre. Là, on a fait un setting spécial Halloween, etc. Mais on est dans une bibliothèque plus chill. D'habitude, je vous invite à aller regarder les autres lives. Et puis d'habitude, on voit ma tête aussi, hein, quand même. Donc, c'est pas un esprit, hein. Voilà, je ferai en sorte qu'on la voit la prochaine fois.
On va. Le prochain live, ce n'est pas du coup jeudi, hein, mais lundi 8 ou 9, je sais plus. Voilà. Lundi 7. Lundi la semaine prochaine. Voilà, lundi 7, voilà. C'est ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Hein, et puis on se dit à très vite. Voilà. Et oui, n'oublions pas. La dernière fois j'ai oublié dans le stress, mais surtout, et là on ne voit pas le faire avec le doigt, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage. Exactement. Merci pour le geste, Fenrisa, merci. Et salut.